L'année série c'est officiellement terminé, il faut parler des meilleures œuvres de cette année. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans la vidéo des meilleures séries de l'année 2025. Il y aura comme d'habitude dans ce genre de vidéo annuelle un mélange de séries qui valent le coup, qui ont été surprenantes, des mentions honorables et en même temps les meilleures œuvres de l'année. Évidemment je n'ai pas pu tout regarder, je ne parle que des séries que j'ai vues intégralement cette année et celles qui se sont achevées en 2025. J'ai fait des catégories, c'est évidemment mon avis personnel et la meilleure série d'après moi sera à la fin. Ce n'est pas une critique que je fais là de chaque œuvre, c'est juste une recommandation pour vous. J'ai critiqué toutes les séries de la liste. Vous tapez Reg et les Gorillas, le nom de la série dans YouTube et vous trouvez. Ou alors je ne l'ai pas encore critiqué, surtout les séries que j'ai rattrapées récemment. Et ma critique arrivera en janvier, vous inquiétez pas. Il n'y aura évidemment pas de spoiler et j'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires sur ces séries et vos séries préférées de l'année. J'ai vu 46 saisons en 2025, dont 2 qui ne sont pas sorties cette année. La liste complète est évidemment disponible sur mon Serialized. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description le code épinglé, un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie. Vous allez avoir la VESTFR et même la VEF dans certains cas. Sur Netflix, vous avez déjà Prise au piège, Nouvelle Vague ou Neige à 2. Sur Disney+, vous avez Les 4 Fantastiques, Lilo & Stitch et Elio. Sur Apple TV, vous avez aussi F1. Concernant Paramount+, vous avez Mission Impossible de Final Reckoning. Et que ce soit sur Paramount ou HBO Max, il faut utiliser ces applications depuis l'application directement. Même si vous avez un abonnement via Canal+, connectez-vous à ces applications avec votre compte Canal, ça fonctionne. Et vous avez accès à une bataille après l'autre, Superman ou Weapons. Vous pouvez tester plein de serveurs différents qui seront compatibles en fonction de chaque plateforme de streaming et vous pouvez même payer des abonnements moins chers comme YouTube par exemple. Premium sera bien plus accessible en prenant un VPN via la Roumanie, la Bulgarie. Je conseille l'Union Européenne parce que c'est moins cher. Et oui, ça marche encore aujourd'hui. Il y a plein de tutos en ligne qui vous disent comment faire. Et ça marche sur d'autres abonnements aussi, comme Letterboxd Patron. Et vous le savez, en ce moment, il y a plein de sites internet qui vous demandent une carte d'identité avant de pouvoir les utiliser. Et personne n'a envie de la mettre. Donc, si vous voulez éviter ça et continuer à vous quaritch en paix, utilisez un VPN. Et vous le savez, en tant que cinéphile, il y a plein de manières de regarder un film, dont certaines qui vous inquiètent un petit peu. Vous inquiétez pas, avec un VPN, vous serez en sécurité. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire en quelques clics. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, le code épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. J'ai envie de commencer avec la catégorie comédie et une mention honorable, celle pour The Paper. The Paper, c'est le spin-off de la série The Office dans le même univers et vous vous dites, je n'ai pas besoin de voir un spin-off de The Office, j'adore The Office, ça m'a suffi, mais il faut savoir que The Paper, même si c'est à peu près les mêmes codes en termes de mise en scène, et même si ça a beaucoup de l'ADN de The Office, c'est un enjeu complètement différent. Les personnages sont évidemment nouveaux, quasiment tous évidemment, même s'il y a Oscar de The Office qui est là, mais les enjeux, la manière dont la série est construite est vraiment nouveau pour l'ADN de The Office. Donc ils ont pris une méthode de mise en scène, de construction narrative, et ils l'ont changé, parce que là, l'idée de The Paper, c'est que l'entreprise fonctionne, qu'elle soit performante, ce qui était un peu l'opposé de The Office. Donc honnêtement, The Paper, vous vous dites c'est juste un spin-off à The Office, mais ça vaut le coup, c'est intéressant, et je pense que vous allez beaucoup aimer parce que c'est The Office, mais pas trop à la fois, et c'est ça qui fait la force de la série. C'est pas l'une des meilleures séries de l'année, mais c'est une mention honorable et je voulais la citer parce que personne ne l'a vue. Tout simplement parce qu'elle n'est pas encore diffusée en France, mais surtout parce que les gens se disent « Ah, j'ai pas envie de voir une sorte de suite spirituelle à The Office », alors qu'en fait, c'est pas mal du tout. En termes de comédie, dans les meilleures séries de comédie, il y en a 3 qui sont ressorties pour moi cette année, avec une que j'ai rattrapée récemment qui s'appelle The Chair Company. The Chair Company est l'histoire de cet homme que vous voyez juste là, qui a été promu dans son entreprise, et lors de la célébration de sa promotion, une petite fête, il s'assoit sur une chaise défectueuse qui se casse et qui le fait tomber et il l'humilie devant tous ses collègues. Foudrage, parce que c'est quand même son moment, c'est sa promotion, il contacte l'entreprise qui a fait cette chaise pour essayer de déterminer qu'est-ce qui s'est passé, demander une compensation. Sauf qu'il se rend compte que l'entreprise en question n'existe pas. Et c'est là que va commencer une sorte d'enquête complètement loufoque sur une conspiration assez dingue. C'est 100% de la fiction, c'est purement de la comédie, mais il y a une enquête qui va le faire aller dans les bas-fonds d'une sorte de société très étrange par rapport à cette entreprise de fauteuils, de chaises, de bureaux, et c'est là que ça va être vraiment intéressant parce que ça va mélanger drame, parce que ce mec-là est obsédé
par cette entreprise et on va apprendre pourquoi il est obsédé, qu'est-ce qui fait qu'il est à ce point fasciné par ce moment qui a changé sa vie et par cette entreprise. Et en même temps, il y aura des moments mais complètement fous parce qu'en termes de comédie, le mec se lâche. Voilà, il est acteur, scénariste et même réalisateur, je crois, de certains épisodes. Il est complètement dingue en termes du travail qu'il fait dans cette série. Et j'aime bien son humour. Ce sera pas pour tout le monde, mais c'est particulier. Et l'enquête est intéressante, je trouve, parce que ça va mélanger ce drame, cette comédie et des moments assez lunaires. Il y a quelques moments qui sont aussi des références à David Lynch. C'est pas pour rien parce que c'est un peu l'ambiance que va avoir l'œuvre et ça vaut le détour. J'en parlerai plus en détail quand je ferai ma critique de la série en janvier, mais c'était un très bon rattrapage et je vous le conseille évidemment. Ensuite, nous avons The Studio qui a fait évidemment beaucoup plus de bruit aussi que la série que j'ai citée précédemment, mais The Studio, vous connaissez, je l'ai critiqué sur la chaîne. C'est l'histoire d'un exécutif à Hollywood, un producteur qui devient le PDG d'une boîte de films, voilà, de films américains. Ils doivent en sortir plein et c'est lui et les nombreuses galères qu'il a en tant que studio, d'un mec qui doit faire du chiffre, du business et en même temps de mec qui a envie de faire des films artistiques. Il va être à chaque fois dans des situations bien plus étranges, typiques d'Hollywood, des situations grotesques qui vont montrer l'absurdité évidemment de cette sphère du cinéma là-bas, mais du point de vue comique avec des idées de mise en scène, ces fameux plans séquences, des acteurs qui se jouent eux-mêmes, dont Martin Scorsese par exemple, qui a un rôle assez iconique dans cette saison. C'est vraiment bien fait. Je trouve cependant que la série perd un petit peu en énergie à la fin et en originalité, mais c'est quand même 10 épisodes, c'est super divertissant, c'est un super moment pour les fans de cinéma, c'est vraiment la série à regarder parce qu'elle vaut 100% le détour, donc si vous n'avez pas vu de studio, regardez-la parce que c'est une petite pépite en termes de comédie et j'ai très hâte de voir la saison 2 qui j'espère sera bien plus inventive. Mais pour moi la meilleure série de comédie de l'année c'était quand même The Rehearsal saison 2 de Nathan Fillion. Alors en théorie vous n'avez pas besoin de voir la saison 1 de The Rehearsal pour regarder cette saison 2, même si je vous conseille, mais la saison 1 était très bien, la saison 2 que j'ai rattrapé aussi cette année, j'ai vu les deux d'un coup, est juste un chef-d'œuvre d'après moi, c'est extrêmement bien. En gros c'est l'histoire d'un mec qui va enquêter sur les crashs d'avions. C'est à la fois de la fiction, mais aussi voilà, des caméras cachées. C'est un mélange des deux. Et on ne sait jamais ce qui est la fiction, ce qui est la caméra cachée, et c'est la force évidente de l'œuvre. Mais il va enquêter sur les crashs d'avions et pourquoi ils ont lieu. Pas du point de vue technique, pas du point de vue, vous savez, de l'ingénierie de manière générale, mais du point de vue social. Il a remarqué que tous les crashs d'avions ont eu lieu, plus ou moins, à cause d'un problème de communication entre le pilote et le copilote, et il a envie de régler ça. Du coup, lui, il va créer son acteur studio, comme il a fait pour la première saison, et il va créer un univers dans lequel les copilotes et pilotes peuvent discuter, peuvent communiquer pour éviter quelconque problème et ne plus jamais avoir de soucis pour faire décoller, atterrir un avion sans problème. Donc il va s'immerger dans cet univers-là, il va faire voler littéralement plein de gens dans des simulations et autres et tester leur communication. Et c'est à la fois cette force de ce mélange d'une enquête qui est vraiment précise, forte et t'y crois à la fin. Pour le coup, tu te dis putain, le mec est vraiment fou, il est allé très très loin et ça a mis des années cette enquête. C'est un vrai truc qu'il a fait. Pour le coup, il a fait une vraie enquête et en même temps, il y a beaucoup de fiction et tu sais pas vraiment ce qui est vrai ou pas et ça joue sur une sorte de comédie de la gêne. Vous savez, cette awkward humor et c'est à la fois déstabilisant, à la fois osé. Il y a des séquences, dont une sur Paramount qui a fait le tour du monde sur Internet parce qu'elle était vraiment osée, pour le coup, c'est le terme. Donc honnêtement, The Rehearsal, c'est pour moi ce qu'on fait de mieux en termes de comédie cette année. C'est limite du génie. Nathan Fillion, ça m'a donné envie de regarder Nathan For You, que j'ai toujours pas vu. Mais en fait, c'est dur à regarder parce que c'est tellement gênant. Mais en même temps, c'est intelligent. Tu vois que le mec, il est fort et il développe avant tout des personnages. Il va à fond avec eux. Donc en termes de comédie et de drame, parce que c'est quand même une dramédie, si on peut appeler ça comme ça, c'est génial et il ose des trucs qu'on voit pas régulièrement dans le monde voilà, de HBO, mais même des séries de manière générale, parce que c'est à la fois ancré dans un truc de société, c'est politique et en même temps c'est très drôle. Donc honnêtement, The Rehearsal, regardez la saison 1 qui est très particulière, qui se concentre plus sur une femme qui veut potentiellement avoir un enfant mais elle est pas sûre pour l'instant et du coup il teste une sorte de maison où elle a un enfant pendant quelques mois, et en même temps cette saison 2 qui se concentre sur l'aviation, qui est juste géniale et ça va très très loin, croyez-moi, à la fin est hallucinante. En termes de comédie, pour moi, c'est le GOAT de cette année. Ensuite, j'ai envie de passer à l'animation de manière générale. J'ai quelques mentions honorables. J'ai beaucoup aimé Creature Commandos, le premier projet du DCU en théorie qui était très très sympa. J'ai défendu moi la saison 4 du coup de Love, Death and Robots qui était cool. Et Invincible, la nouvelle saison que j'ai trouvé aussi très efficace. Donc j'aime beaucoup ces séries-là. Mais la série d'animation de l'année, d'après moi, c'est évidemment Common Side Effects. Alors ça, j'en ai parlé aussi en critique à un moment, mais si vous n'avez pas vu Common Side Effects, c'est l'histoire d'un homme qui va découvrir une sorte de champignon qui guérit tout. Mais quand je dis tout, c'est la mort aussi. Donc si vous mourrez et vous bouffez ce champignon, littéralement, vous allez pouvoir ressusciter. Donc c'est une grande force parce que d'un coup, le mec a trouvé un remède miracle pour tout. Il peut soigner tout le monde. Mais ça part d'un postulat un peu réaliste dans le sens où tu dis, ok, imaginons que moi, dans une forêt, je trouve un champignon miracle. Comment je fais
pour industrialiser tout ça et le vendre ou le donner gratuitement. Et c'est là qu'il y a plein de lobbies, plein d'industriels, plein d'ennemis justement de la santé, entre guillemets, qui vont intervenir et qui vont essayer de voler ce champignon à ce mec qui est une sorte de quarantenaire un peu hippie qui essaie de trouver une solution. Donc il va s'allier avec des gros conglomérats de santé, de pharma et tout, mais en même temps, il veut que ce soit accessible pour tout le monde. Il veut que tout le monde puisse avoir accès à ce remède miracle. Il veut pas que ce soit juste le capitalisme et juste les méga milliardaires qui aient accès. Donc c'est à la fois un mec qui veut sauver l'humanité et voilà, avoir une société qui est saine quoi qu'il arrive, ce qui pose un problème. Si tout le monde peut ressusciter et ne jamais mourir, qu'est-ce que ça veut dire pour l'humanité? Imaginez-vous la population qui augmente constamment. C'est des questions qui se posent dans la série, donc c'est une approche entre guillemets réaliste, mais à la fois c'est une enquête, c'est un thriller, c'est de l'action, c'est psychédélique à mort, parce que lorsque tu prends le champignon, tu vois des trucs absolument fous, donc c'est du pur génie je trouve en termes de mise en scène à certains moments, en animation c'est génial, et en même temps c'est l'équipe qui a fait la série Scavenger's Reign, qui a été malheureusement annulée, qui était aussi un chef-d'œuvre d'animation. Ça se regarde très très bien, c'est accessible pour tout le monde, c'est sur HBO Max, j'ai adoré. La saison 2 a été confirmée, j'avais peur parce que Scavenger's Reign ça a été annulé. Celle-ci aura une saison 2 et j'ai trop hâte parce que ça finit sur un putain de cliffhanger. Donc j'ai hâte de voir la suite. Et si vous n'avez pas vu Common Side Effect, c'est quoi? C'est pareil, c'est 25 minutes de mémoire, je l'ai vu en mai, je crois, un truc comme ça. Et c'est 10 épisodes, un truc comme ça, c'est très très bien. J'en ai fait la propagande il y a quelques mois, je suis de retour pour en parler parce que ça, vous allez adorer, tout le monde va kiffer parce que c'est à la fois universel, c'est un petit peu barré, c'est drôle, c'est dramatique. Et en même temps, l'approche un peu entre guillemets réaliste de ce phénomène-là, de ce champignon magique, fait vraiment plaisir. Donc regardez Common Side Effects, personnellement j'ai adoré. Pour parler un peu de tout ce qui est science-fiction fantastique, Paradise dans cette liste sur Disney+, qui nous a fait kiffer avec le concept, l'histoire, l'intrigue, et ça sort tous les ans, encore une fois la saison 2 sort en février, donc ça fait grave plaisir. Honnêtement, c'est pas du génie, mais en tant que mention honorable, des séries les plus cool de l'année, ça mérite d'être là. Welcome to Derry, je pense que ça mérite une mention honorable, que je m'attendais pas à apprécier à la fin, parce que pour moi le début était laborieux, mais ça s'est vraiment rattrapé avec l'apparition de Pennywise, mais la série de fantastique, science-fiction de l'année si vous voulez, c'est évidemment Sévrance saison 2. Il y a plein de haters de cette saison 2 de Sévrance au fur et à mesure des mois après la diffusion. Moi je trouve comme cette saison 2 géniale, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Je trouve que ça va bien plus loin dans la psyché des personnages, dans le mystère, parce que c'est un concept de mystery box, dans le côté sectaire, dans l'évolution de ce que veulent ces gens-là, le côté double identité, les secrets de l'humaine et tout. Sévrance, c'est génial. Pour moi, ça mérite clairement son succès. Cette saison 2 peut-être un peu moins efficace que la saison 1 quand il pense, mais quel plaisir à regarder, quel plaisir à analyser, quel plaisir à discuter de Sévrance saison 2. Donc même si la série s'est peut-être un peu fait éclipser de la mémoire collective parce qu'elle est sortie vraiment en début d'année, et vous savez c'est toujours pareil, on se rappelle plus des séries qui sont sorties en fin d'année, voilà, faut dire les choses, ça reste exceptionnel, ça reste un chef-d'œuvre si on peut avoir des séries comme ça. Et moi j'avais fait une vidéo en disant que ce sera la série de la décennie, et je pense vraiment que Sévrance va marquer la décennie parce que ça sortira de 2022 à 2028, 2030, un truc comme ça. Et je pense que ça sera à la fois le marqueur d'une décennie par rapport à notre rapport au travail, par rapport à notre rapport à la religion, à notre rapport à cette société d'aujourd'hui et à ce qu'on veut dans la vie. Donc c'est à la fois très beau, ça finit de manière à la fois concluante parce qu'ils pourraient arrêter Sévrance et dire voilà c'est la fin et ça passerait, mais ils vont faire une saison 3, je sais pas ce que ça va donner, j'espère qu'ils vont pas tourner en rond parce que Sévrance c'est le genre de concept qui peut s'essouffler, mais s'ils font une 3e et 4e saison, je pense que ça peut être nickel pour ce genre d'œuvre et la saison 2 reste très très bien. Et je pense que lorsque la saison 3 sortira, on va encore plus apprécier la 2e parce qu'ils ont set up plein de trucs pour la suite, qu'ils pourraient tout simplement conclure ici, mais je pense sincèrement qu'il y a de belles choses à venir dans Sévrance et cette saison 2 reste un véritable plaisir, donc j'ai du mal à voir la vague de haters. D'un coup c'est récent en plus j'ai l'impression sur les réseaux, mais Sévrance saison 2 c'était vraiment très très bien et la meilleure série de science-fiction fantasy entre guillemets de l'année et elle mérite toutes les louanges, j'en ai fait aussi une grosse critique à l'époque. Maintenant j'ai envie de parler un peu de tout ce qui est thriller, action avec quelques mentions honorables. Dexter Original Sin, malheureusement annulé, était honnêtement très sympathique et ça accompagnait très bien la sortie de Dexter Resurrection qui mérite aussi une mention honorable parce que c'était vraiment très très cool et c'était vraiment l'une des meilleures saisons de la série Dexter, ce qui est pas facile à faire mais en même temps facile parce que voilà Dexter c'est à la fois à chier et en même temps très bien. Mobland c'était un très bon moment aussi, je peux le conseiller, la série de Guy Ritchie très divertissante et ça donne envie de voir la saison 2 qui a été confirmée. Task, moi je suis moins fan que beaucoup de personnes de Task, je trouve que c'est très bien tout de même et ça mérite une mention honorable, mais pour moi le thriller de l'année / action c'est évidemment Il Monstro ou la série Monster of Florence ou Le Monstre, un truc comme ça en français je sais même plus. C'est la série de Stefano Sollima, réalisateur de films de mafia en général, qui raconte l'histoire de un homme ou plusieurs qui ont massacré plusieurs femmes à Florence il y a quelques décennies et ça parle évidemment de comment les hommes détestaient les femmes, le patriarcat et ce qui est intéressant c'est que c'est Florence
mais du point de vue du Florence un peu du pauvre, du Florence un peu rural, un peu sale, un peu dégueulasse, et ça va vraiment prendre ce parti pris-là de montrer les choses les plus horribles de Florence, de montrer comment les femmes étaient dominées, et de prendre le point de vue des tueurs. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu suis pas vraiment l'enquête de la police, tu suis littéralement ceux qui commettent les crimes. Alors, t'as jamais 100% la confirmation, en tout cas, faut voir la série, hein, j'ai pas envie de spoiler, mais c'est hyper intéressant et je trouve que Stefano Sollima, il fait certes un peu du Zodiac du pauvre et du Mindhunter du pauvre, mais bon, pour 4 épisodes d'une mini-série, ça reste plutôt bien mis en scène, c'est vraiment divertissant et ça parle de sujets sérieux qui sont fascinants. Donc si vous avez 4 heures à tuer, cette série-là, Il Mostro, c'est vraiment très très bien et je peux vous la conseiller. Pour moi, c'est le meilleur thriller de l'année et c'est pas la dernière série italienne qu'on va voir dans cette liste, croyez-moi, mais en tout cas, c'est un pur plaisir. Encore une fois, pour toute la liste, elle sera dans la description, le commentaire épinglé. C'est la série thriller de l'année d'après moi. Même si c'est le thriller de l'année, il faut évidemment aussi parler de Slow Horses qui chaque année nous sort 6 épisodes absolument géniaux. Je sais que c'est une adaptation et c'est plus simple de sortir des épisodes d'un truc adapté plutôt qu'une idée originale, bien sûr, mais l'efficacité en termes de scénario, de ce que ça parle, des personnages, leur développement, du côté social, économique, politique, de ce personnage-là, de Gary Oldman, ses espions ratés qu'il manage et tout, c'est tellement brillant, c'est tellement fun, c'est tellement divertissant, c'est à la fois de l'espionnage, de l'enquête, du drame, du thriller. Donc j'ai envie à chaque fois de remettre en avant Slow Horses parce que la suite donne cruellement envie et à chaque fois c'est une série qui déchire et c'est l'une des meilleures écritures de l'année. Donc honnêtement, si vous avez jamais vu Slow Horses, tentez parce que c'est génial. Chaque saison, il trouve de nouvelles choses intéressantes et j'ai beaucoup aimé celle-ci aussi. Je pourrais en bouffer encore 10 des saisons comme ça tellement c'est cool. Maintenant, s'il faut passer dans la catégorie drame, je n'ai pas de mention honorable, mais que des meilleures séries de l'année. On commence avec The Pitt. The Pitt, à la base, je voulais pas regarder parce que c'était très violent dès le début, parce que oui, c'est HBO Max, c'est une histoire d'hôpital. C'est 16 épisodes en temps réel, donc c'est vraiment une journée d'hôpital aux urgences aux États-Unis. Donc c'est vraiment épisode 1 la première heure, épisode 16 la dernière heure de ce service, et c'est vraiment génial, disons les choses, parce que oui, c'est violent, c'est HBO, ça va montrer plein de sang à plein de moments différents, un accouchement, des choses comme ça, vous allez le voir, mais c'est super fort parce que c'est une critique sociale de ce qui se passe aux États-Unis et dans tous les pays du monde où il n'y a plus assez d'hôpitaux financés convenablement, mais surtout la manière dont c'est une sorte de thriller à la Uncut Gems, t'as l'impression, mais ça va se construire sur le drame familial, le drame de ses équipes, le drame entre ses collègues, c'est génial, ça vaut le détour, mais oui, attention, il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de violence à l'écran, de gore entre guillemets, parce que voilà, ça veut montrer les choses les plus trash de l'hôpital, parce que c'est un service d'urgence mine de rien, et je pense vraiment que ça vaut le détour. Au moins, on a une série divertissante qui est sortie de ça, et la saison 2 sort là en janvier, donc j'ai trop hâte de voir ça. The White Lotus saison 4, je l'avais critiqué aussi sur la chaîne, c'est très très bien, encore une fois, alors c'est peut-être la moins bonne des saisons, mais en termes de mise en scène, de personnages, le format hebdomadaire qui fonctionnait du tonnerre, tout le monde avait envie de voir la suite, c'est une série qui est devenue vraiment un phénomène planétaire, et ça mérite de l'être, parce que franchement, c'est divertissant, ça a plein d'idées constamment, ça se laisse pas faire, ça tente plein de choses, donc j'adore toujours The White Lotus, j'ai adoré les 3 saisons évidemment, j'ai hâte de voir la 4e en France, mais là, 3e, je sais qu'il y a plein de gens qui crachent dessus, mais pour moi ça fait partie des meilleures séries de l'année aussi. Je me rappelle de plein de scènes de cette saison, de plein de personnages, de plein de moments. Je pense qu'elle va marquer les esprits, peut-être pas comme la 2 forcément, mais elle va quand même marquer et juste pour ça elle mérite d'être vue. Ensuite nous avons une série qui était un choc, un phénomène, c'est évidemment Adolescence. Adolescence c'était un phénomène pour la critique sociale, ce que ça veut dire d'être un jeune garçon aujourd'hui, et à quel point si on prend le mauvais chemin ça peut faire énormément de mal à beaucoup de femmes, même des femmes très jeunes, des filles dans ce cas-là, et c'était brillant de ce point de vue-là pour la critique acerbe de la société, de ce qui se passe avec nos jeunes hommes qui deviennent malheureusement de pire en pire et il faut clairement les aider, le système du patriarcat héréditaire qui, même avec une famille normale, un père qui semble aussi, entre guillemets, normal, pas fasciste ou masculiniste, macho et tout, il peut avoir des phénomènes et des moments de difficulté extrême dans la vie d'un jeune garçon. Et évidemment, c'était à chaque fois un plan séquence, donc c'était formidable. C'était ingénieux, c'était fort sur le point de vue technique, le point de vue scénaristique, 4 épisodes vraiment hyper intéressants je trouve et c'est un vrai plan séquence donc ça aide. Donc honnêtement Adolescence on en a parlé cette année mais ça mérite vraiment sa place dans les meilleures séries de l'année parce que tout simplement ça l'est. C'est à la fois divertissant, c'est à la fois vraiment bien fait en tant que série, c'est l'une des meilleures mises en scène que vous allez voir dans une série par la gestion de ce plan séquence. Donc honnêtement pour les fans de séries de manière générale, vous ne pouvez pas passer à côté d'Adolescence parce que c'est l'un des chefs-d'œuvre de l'année sans aucun doute et évidemment ça se regarde très très vite. Et une série que j'ai découverte là vraiment récemment en fin d'année, je l'ai finie hier littéralement, c'est la
série Mussolini Figlio del Secolo, Son of the Century en anglais, et je crois que c'est l'enfant du siècle aussi en français. C'est sur Mubi en France et c'est une série absolument géniale. C'est Joe Wright qui la réalise et c'est brillant parce que déjà en termes de mise en scène, ils ont un budget colossal, ça se voit. Ils ont une mise en scène constamment, c'est digne d'un film, ils ont un symbolisme tellement fort. C'est l'une des séries les mieux réalisées de l'année, des mieux jouées de l'année. Luca Marinelli qui joue Mussolini, il est brillant. Il est génial, c'est l'une des meilleures performances que j'ai vues dans une série ever. Et grosso modo, c'est l'histoire de Mussolini, de lui qui est directeur d'un journal, éditeur et tout, jusqu'à sa montée au pouvoir, avec la création du fascisme. C'est lui qui a créé le fascisme et c'est hyper intéressant parce que c'est du point de vue de lui qui brise constamment le quatrième mur avec ce côté un peu Fleabag mais facho, littéralement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est à la fois une comédie satirique dure, mais en même temps un vrai drame social, politique qui devient de pire en pire. Au début tu te dis c'est un peu rigolo, évidemment Mussolini est un violeur, tueur horrible, mais il y a un côté un peu attachant au personnage grotesque que t'aimes bien le suivre et c'est un peu son parcours du héros, à lui qui prend le pouvoir et plus t'avances, plus ça devient un antagoniste, donc c'est fascinant. Au début tu rigoles parce que c'est drôle, c'est ridicule, c'est grotesque comme série et plus t'avances dans les épisodes, il n'y en a que 8 pour le coup, plus ça devient un vrai drame tragique, violent et ça mérite d'être vu, c'est l'une des plus belles claques de l'année. Il y a beaucoup d'anachronismes, c'est une série aussi qui est quand même très postmoderne parce qu'elle va faire des références à Mussolini qui va regarder la caméra et qui va dire Make Italy Great Again. Donc faut accepter certains moments comme ça, mais je trouve que c'est génial parce qu'en fait ça parle pas de l'Italie, ça parle pas de Mussolini, ça parle de nous, ça parle littéralement de notre époque aujourd'hui, ça parle de comment le fascisme augmente, que ce soit aux États-Unis avec la référence à Trump, mais en France aussi, et c'est des choses qu'on voit en politique aujourd'hui constamment. Donc à chaque fois que tu vois Mussolini faire des choses, tu dis attendez, il y a littéralement Le Pen qui a fait ça il y a quelques semaines, Bardella il fait ça en ce moment, et Trump aux États-Unis il fait ça tout le temps. Bref, tu vois exactement Meloni dedans. C'est une série sur Mussolini, mais c'est surtout une série antifasciste sur comment le fascisme monte et comment l'affronter et le danger du fascisme. J'en parlerai plus en détail évidemment bientôt, mais Mussolini c'est l'une des belles claques de l'année, c'est un chef-d'œuvre aussi. Si vous l'avez pas vu, regardez, ça se regarde très très bien et l'Italie cette année nous ont plutôt régalé en termes de série. Ça c'est vraiment un énorme banger. Maintenant pour parler de ma série préférée de l'année, et je triche un petit peu parce qu'il faut parler d'Andor évidemment. Andor, je sais qu'il y a les gens qui se disent oui c'est Star Wars, je m'en fous, ça m'intéresse pas. C'est une énorme barrière, le fait que ce soit une série Star Wars, c'est un énorme problème. Mais le truc c'est que c'est de loin la meilleure œuvre Star Wars, film inclus, de l'histoire de Star Wars. C'est à la fois intelligent en termes de scénario, les acteurs sont géniaux, il y a des idées de mise en scène, c'est un budget colossal, c'est le projet Star Wars le plus cher aussi d'ailleurs. Mais en même temps il y a 24 heures de contenu parce qu'il y a 12 épisodes et 12 épisodes c'est la saison 2 qui est sortie cette année. Mais en même temps en fait c'est une série sur la révolution, sur la résistance, sur littéralement la résistance française d'ailleurs, mais sur comment l'Empire doit oppresser constamment sans relâche pendant que les résistants essaient de se regrouper, de trouver des solutions. C'est à la fois une série qui est forcément très philosophique, sociale, politique, économique, mais en même temps qui parle de l'espoir de l'être humain, de cette envie de ne pas succomber à la tyrannie, de se battre pour la démocratie constamment. Donc il y a énormément de séries antifascistes en ce moment dans le monde parce que le fascisme revient en force malheureusement, et celle-ci est géniale. Et encore une fois, il ne faut pas la voir comme une série Star Wars parce que vous n'avez besoin de rien voir de Star Wars. Vous commencez la saison 1 et la saison 2 et puis basta, pas besoin de voir quoi que ce soit de l'univers étendu ou quoi. Même le créateur Tony Gilroy s'en fout de l'univers étendu. Lui, ce qui l'intéresse, c'est sa série. Et il a fait sa série de résistance avec les personnages de Star Wars. Et c'est génial. Honnêtement, c'est génial, c'est brillant. C'est l'une des meilleures séries de l'année, rien à dire. C'était ma série préférée de l'année jusqu'à très récemment. Mais les deux là que je vais citer en fin de vidéo, c'est au même niveau presque. Parce que c'est à la fois un arc et une culmination d'un moment dans la vie d'un créateur comme Tony Gilroy, de ses personnages, d'intrigues phénoménales et d'une satisfaction folle avec un vrai drame. Donc vraiment, vous êtes sur une série sérieuse, mature, même si ça s'appelle Star Wars. Et c'est pour ça qu'il faut la tenter en ignorant que c'est du Star Wars, parce que c'est du très haut niveau. On fait rarement mieux que ça en termes de télévision. C'est l'une des meilleures séries de la décennie, de loin aussi. Donc honnêtement, essayant Andor, fan de Star Wars ou pas, vous allez vous taper un délice, un régal. C'est une série d'espionnage politique dingue. Andor, c'est vraiment génial, donc foncez dessus. Et ma série préférée, je vais dire à ex-aequo ou presque avec Andor, c'est évidemment Pluribus. Est-ce que j'ai besoin d'en reparler? J'ai fait la critique des 9 épisodes chaque semaine. C'est à la fois le grand retour de Vince Gilligan, créateur de Better Call Saul, de Breaking Bad, qui fait une série qui est extrêmement bien mise en scène, l'une des plus belles séries de l'année, avec, et encore une fois, beaucoup de symbolisme, de métaphores, une mise en scène qui raconte vraiment énormément de choses, juste par l'image. Ce
qui est très rare dans une série. Les séries sont fortes de dialogue en général. Là, c'est à la fois mise en scène parfaitement et il faut regarder attentivement la série pour comprendre tout ce qui se passe et c'est ça qui est bien. Fort en termes de scénario, de concept, d'intrigue, d'histoire, de personnages, de musique, d'ambiance. C'est la série quasi parfaite de l'année. Je n'ai rien à dire de négatif sur Pluribus. Pour moi, c'est de loin la meilleure saison que Vince Gilligan a fait de sa carrière, en sachant qu'il a fait Breaking Bad et tout. Mais là, en termes de première saison, c'est hors du commun pour moi. Il n'y a rien à jeter, il n'y a pas de bout de gras. C'est à chaque fois 9 épisodes de 1h, 40 minutes, ça dépend. Et tout est magnifique. Ça fait chier de devoir attendre 2-3 ans pour la suite. Mais bon, c'est comme ça malheureusement. Mais c'est pour moi la grande série de l'année, le phénomène. Et je pense que ça va devenir rapidement culte. C'est déjà la série Apple la plus regardée de l'histoire. Et c'est mérité. Et c'est cool parce qu'il y a peu de séries de cette liste qui sont lentes. Par exemple, peut-être Andor et Pluribus sont les plus lentes entre guillemets en termes de rythme. Mais elles sont tellement profondes par rapport à leurs personnages, ce qu'ils racontent sur le monde, ce qu'ils signifient. Là où Mussolini, ça y va à fond en mode techno tout le temps. Celle-ci est bien plus posée, plus seule, mais c'est ça aussi la force de l'œuvre. Donc c'est un bijou. Si vous n'avez pas vu Pluribus, regardez-la. Pour moi, c'est la meilleure série de l'année. Avec Andor, mais c'est vrai qu'objectivement, je pense que Pluribus est la meilleure série de l'année tout court. Andor un peu derrière, et les autres séries que j'ai citées aussi ici. Mais voilà, c'est pour moi le grand coup de cœur et le monument de cette année. Voilà, dites-moi quelle est votre série préférée de l'année 2025 dans les commentaires. J'ai envie d'avoir votre avis. Mettez-moi votre liste. Je suis très curieux. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, anglais, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité et avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles en mode podcast aussi sur toutes vos plateformes préférées. Mais il y a aussi le compte Instagram, Twitch et TikTok. Allez-y et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.